La cité Adignan, située dans le quartier de Anne-Mariste, est un véritable havre de silence. Au cœur de ce lotissement, un établissement dénommé Éducotisme se distingue à bien des égards. Sur ses murs, une fresque du célèbre film d'animation Le Roi Lion renseigne sur la présence d'enfants en son sein. Mais à l'intérieur, le calme apparent de la cité laisse place à une toute autre ambiance. Dans une salle, une dizaine d'enfants âgés de 3 à 5 ans s'activent sous l'œil attentif de 3 encadrants. Créé en 2021, le Centre Ressources Autisme de Dakar vient en complément dans la prise en charge des enfants victimes de troubles neurodéveloppementaux et plus particulièrement de l'autisme. Dans la capitale sénégalaise, bien que plusieurs établissements œuvrent pour le soutien aux enfants souffrant de troubles intellectuels et de développement, Éducotisme se distingue comme le seul centre entièrement dédié à l'autisme. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Il est différent des autres troubles. Bien vrai que le handicap intellectuel est un trouble neurodéveloppemental, mais c'est deux pathologies totalement différentes dont la prise en charge est totalement différente. La prise en charge de l'autisme ces dernières années a évolué, elle est bien spécifique et nécessite l'intervention de plusieurs autres personnes et dans un cadre assez particulier qui n'est pas le même cadre que celui que l'on a dans le public aujourd'hui pour ces enfants. Depuis sa création, cet établissement a accompagné plus de 100 enfants. Concrètement, il se veut être un point de passage pour ces pensionnaires vers un système éducatif inclusif. Tout enfant qui vient ici, il y a déjà l'aspect bilan. Il y a toute une équipe pluridisciplinaire posant le bilan diagnostique pour être sûr de quel diagnostic on a, des spécificités de cet enfant. Nous prenons les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école ou les enfants dont les parents ont essayé 4-5 fois une scolarisation à l'école normale, ça n'a pas marché. Donc, nous prenons ce type d'enfants et atteints de TSA avec qui nous travaillons. Nous faisons un projet thérapeutique sur 1 année, 2 ans, voire 3. Oui, le maximum qu'on a eu, je crois, c'est 3 ans. Durant lesquels nous travaillons avec l'enfant avec des objectifs trimestriels bien spécifiques. Et quand l'enfant a atteint nos objectifs, nous l'accompagnons pour la réinsertion à l'école. En plus de son rôle de directrice pédagogique de ce centre, le Dr Ndeye Awadie est également chef de service en pédopsychiatrie à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Elle fait partie des 2 seuls pédopsychiatres que compte le Sénégal. Pour rencontrer le deuxième, il faut se rendre à l'hôpital de Fann. Depuis 2004, le professeur Lamine Fall est responsable de l'unité de pédopsychiatrie de Kër Khalei et il est une figure incontournable dans la prise en charge des enfants souffrant de troubles psychiques et comportementaux au Sénégal. Au cours de sa carrière, il a traité de nombreux enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme et a observé l'évolution de la définition de cette pathologie complexe. C'est un ensemble de troubles neurodéveloppementaux. Donc les troubles neurodéveloppementaux sont des troubles, disons, c'est un regroupement de troubles qui s'est fait de façon assez récente et qui concerne un ensemble de troubles marqués par leur caractère, disons, très précoce dans la vie du sujet. Donc ça arrive souvent dès la naissance et qui persiste quasiment toute la vie. Vous imaginez, il y a des gens qui ont des formes graves qui sont très visibles tout de suite, parfois même dès la naissance. Donc on voit des signes, disons, de difficulté, de souffrance et de dépendance importants. Ça, c'est le niveau de sévérité qui peut se distinguer en léger, moyen, sévère. Jaune, ici, ça c'est bleu, c'est pas vert ni jaune. Cherche jaune. Malgré les avancées scientifiques notables réalisées dans le monde au cours de ces dernières années, les causes du spectre de l'autisme demeurent encore largement inconnues. Toutefois, certaines pistes commencent à émerger. Mais pour le moment, c'est sur des facteurs internes génétiques qui sont identifiés. Au niveau des recherches sur différentes hypothèses concernant l'alimentation, des vaccins, des médicaments, on n'a pas grand-chose, sauf par exemple pour les femmes enceintes qui prennent certains médicaments comme la dépakine, donc le valproate, sodium, donc acide valproïque. Donc pour cette molécule-là, effectivement, il est admis aujourd'hui qu'il faut bannir cela chez les enfants, chez les femmes enceintes, parce que leur enfant a un gros risque de présenter un autisme. D'après le Dr Ndeye Awadie, qui cite une étude menée entre 2014 et 2016, l'autisme toucherait un enfant sur 160 au Sénégal, soit environ 0,8% des enfants âgés de 4 ans. À ce jour,
Le diagnostic précoce demeure le principal levier pour garantir à l'enfant un accès rapide aux services et au soutien dont il a besoin. Une prise en charge adaptée dès les premières années peut considérablement améliorer ses perspectives d'avenir. Mais le manque d'informations sur ce trouble du développement pousse de nombreuses familles à réagir tardivement. C'est le cas d'As Babacar Gueye, figure bien connue de la scène politique sénégalaise. Parmi ses 4 enfants, 2 sont touchés par les troubles du spectre de l'autisme. Donc très, très jeune, on a vu qu'ils avaient déjà un problème d'expression verbale. Donc ils n'ont pas parlé très tôt. Et on n'avait même pas décelé, on pensait que c'était des retards. Et on a eu l'effort même de les amener au niveau du jardin pour des apprentissages. Mais on a vu que ça ne passait pas, ils ne parlaient pas. Et après, on les a mis aussi dans des internats coraniques, n'est-ce pas, pour les intégrer aussi. Même chose, l'apprentissage aussi n'était pas... ils étaient aussi très agités des fois, très agités. Et il y avait aussi des gestuels d'éthique qui venaient. Ils se balançaient, voilà, le corps agité. Ils avaient aussi tendance à se dévêtir, donc enlever leurs habits, de temps en temps, enlever leurs habits. Et même l'un des deux était des fois très agressif. Mais dès la naissance d'un bébé, on peut commencer à suspecter, à se dire est-ce qu'il n'y a pas un autisme. Un enfant qui à la naissance donne l'air d'être sourd. Donc un enfant qui semble ne pas entendre. Ou en tout cas ne pas percevoir les sons de la même façon qu'habituellement. Donc, bien ne pas voir ou regarder de la même façon que d'autres enfants. Mais c'est également leur façon de répondre par leur corps, en fait, à leur tonicité. On voit des bébés qui sont trop mous quelquefois, en fait, qu'on n'arrive même pas à tenir, ils vous glissent entre les doigts. Comme on peut voir aussi d'autres bébés qui sont trop rigides, on a du mal à les tenir, on ne sait pas comment les tenir parce qu'ils sont trop tendus. Donc quand ces enfants grandissent, on peut aussi voir d'autres signes, notamment ces bébés qui sont trop sages, qui ne pleurent pas les 3 premiers mois, qui sont là, en fait, qui ont une insomnie calme. Donc on se réveille la nuit, on voit qu'ils ne sont pas endormis, mais ils ne dérangent personne. Ce sont ces bébés aussi qui ont des difficultés dans le regard, en fait, dans l'échange de regard avec leurs parents. Malgré ces signes, As Babacar Gueye peinait à mettre un mot sur ce mal. Désemparé et en quête de réponse, le couple s'est alors tourné vers des pratiques mystiques en espérant y trouver un apaisement et des solutions à leur détresse. Et on a énormément dépensé à ce niveau-là, malgré le niveau intellectuel que nous avons nous tous et autres. Mais nous nous sommes dit, écoutez, il faut le faire parce que soigner ces enfants, c'est quelque chose de très noble. Donc on a perdu beaucoup d'argent avec les marabouts. On a amené des enfants partout. On a donné beaucoup d'argent. On a même eu à donner des terrains à des marabouts qui nous disaient effectivement on va les soigner. On a plus tendance à penser aux tradipraticiens, à penser à une possession rapide. Et souvent les parents nous arrivent tard en consultation. Ou d'ailleurs j'ai fait une étude là-dessus que j'ai publiée il n'y a pas longtemps. Ou même quand ils nous arrivent, ils veulent venir. Parfois, on leur interdit de venir à l'hôpital. Certains tradipraticiens leur disent que ce n'est pas une maladie de l'hôpital. Si vous amenez l'enfant à l'hôpital, il va mourir. D'autres vous diront, je voulais venir, mais mes parents ou ma belle famille m'a empêché, m'a dit que tu veux rendre l'enfant fou. Il n'est pas fou, ce n'est pas un truc d'hôpital, il faut l'amener chez le tradipraticien. Mais après, on s'est rendu compte, par chance, toujours par l'entremise de madame, qui a eu pensé les amener au niveau de Mbao. Il s'appelle Idrissa Ba. Voilà, qui les a diagnostiqués pour nous dire que ce sont des autistes. Moi, j'étais naturaliste. Je savais que leur cerveau ne fonctionnait pas bien, mais j'avoue que je n'étais pas du tout au courant même de cette maladie-là, autisme. Pour cette famille, la prise en charge de leurs enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme n'était pas leur seul défi. Ils devaient également affronter la stigmatisation qui pesait non seulement sur les enfants, mais aussi sur leur mère, souvent désignée à tort comme responsable de leurs conditions. Quand ils sortent, par exemple, tu es dans le salon, tu es en train de regarder ta télévision, tu entends les autres enfants dire hey, « il est sorti, le fou est là, il est sorti ». Et même ce qui est fondamentalement aussi difficile, c'est que nous sommes 2 à mettre au monde un enfant, mais c'est la dame qui subit beaucoup plus atrocement vraiment le regard de la société. En disant oui, c'est elle qui a mis au monde. Voilà, peut-être que c'est pas une bonne femme ou bien. Ce qu'on dit en Wolof, les dames
Tu t'es mal habillé durant ta grossesse, c'est pour ça que tu nous as amené un enfant comme ça. D'autres, c'est le ventre de la maman qui n'est pas bon, qui ne peut pas donner de bons enfants. Donc, il y a encore ça. Et ce qui fait que les parents, souvent, ont peur de venir vers nous. Depuis le 6 mars 2016, Asbaba Kargé et son épouse vivent dans une douleur indicible. Celle de parents à la recherche de leur fils disparu depuis désormais 10 ans. Une absence insoutenable, marquée par l'espoir fragile de le revoir un jour. Celui qui est actuellement au niveau du centre a fugué 3 fois. Et malheureusement, son grand frère, qui n'a fugué qu'une seule fois, c'était le 6 mars 2016. En ce moment-là, j'étais le coordinateur national électoral du référendum, du non. Le 20 mars, on devait faire les élections là. Le 6, il est sorti. Et jusqu'à présent, il n'est pas revenu. En fait, ils ne fuient pas, ils sortent explorer le monde. Ils ne savent pas ce qu'il y a dehors. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne savent pas partir et revenir. Certains partent et se perdent. Parce qu'ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils ils savent pas où aller. Ou d'autres sortent, traversent la route. Ils n'ont pas de notion du danger. Genre, je sors dans la rue, je vois un chien, je ne vais pas vers lui, ou je vois une charrette, ou je vois une voiture qui passe, je m'arrête. Ces notions-là, ils ne les ont pas. Au Sénégal, seuls 3 centres spécialisés prennent en charge les troubles du développement chez les enfants. Le centre de pédopsychiatrie de Keur Khalei, rattaché au centre hospitalier universitaire de Fann, le service de pédopsychiatrie de Thiaroye et l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Leur particularité, ils sont tous concentrés dans la région de Dakar, laissant le reste du pays dans un véritable désert pédopsychiatrique. Cette inégalité d'accès constitue un frein majeur au diagnostic précoce et à la prise en charge de l'autisme. Je pense que partout dans le monde, on a ces problèmes-là d'évaluation, de prise en charge. Comme je dis, c'est associé. Mais c'est pire dans nos pays où on a très peu d'infrastructures, très peu d'équipements, très peu de centres de formation qualifiantes et très peu de professionnels donc déjà qualifiés sur le terrain. Les parents attendent longtemps quelquefois pour avoir rencontré un professionnel, disons, adéquat. Et parfois, si l'attente est du trop, ils prennent n'importe quoi. Et malheureusement, quelquefois, ça fait des dégâts parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations, ils n'ont pas la bonne évaluation, ils n'ont pas les bonnes propositions pour la prise en charge. Et quand on les voit, malheureusement, ce serait après. Ce n'est plus diagnostic précoce, mais en fait, c'est un diagnostic tardif. Face à l'insuffisance de structures spécialisées, de nombreuses initiatives privées, associatives et bénévoles émergent pour pallier ce manque. Pour son fils Ibrahima, Asbaba Kargé s'est tourné vers le centre Delossi Keur Serigne Babacar Kane. Fondé en 2020 par Ahmed Daf, cet établissement se veut un lieu de protection, de socialisation et de réinsertion pour les personnes atteintes de troubles neuropsychiatriques. Avec une capacité d'accueil de 17 personnes, dont la majorité sont des enfants et adolescents, il propose également un accompagnement à domicile. La majeure partie de ce qu'on avait, c'était pratiquement la rue, la police surtout. Personne qui s'appelle, mais depuis quelques années, on commence à avoir un office, c'est-à-dire c'est des voisins, un parent qui nous appellent pour nous décrire un cas de leurs enfants qui est plus dans la rue qu'à la maison, ou qui nous disent carrément les incapables de pouvoir gérer l'enfant et sur tous les plans. Donc dans ce cas-là aussi, nous d'habitude on fait une petite enquête pour apprécier le degré de vulnérabilité de l'enfant d'abord et de la famille, pour voir comment accompagner l'enfant. Parce que tout le temps, nous voyons l'intérêt supérieur de l'enfant et que nous passons la place de quelqu'un auprès de sa famille. Le centre recueille une diversité de profils. Enfants atteints de trisomie, personnes souffrant de troubles mentaux et des autistes. Avec un total de 7 pensionnaires diagnostiqués avec des troubles du spectre de l'autisme, ces derniers constituent le groupe le plus représenté au sein de l'établissement. Malgré les maigres moyens du centre, tout est mis en œuvre pour accompagner et surtout redonner le sourire aux pensionnaires. Dans l'une des salles du centre, qui fait aussi office de dortoir à la nuit tombée, l'ambiance est à la créativité. Bon, là, on est en train de faire une activité de dessin. Donc, généralement, on parle beaucoup plus d'activité de gribouillage, quoi. Donc, c'est une manière de leur permettre de s'exprimer. Donc, c'est une manière de s'exprimer à travers le dessin, quoi. Voilà. Donc, là, vous pouvez constater que les modes ne sont pas les mêmes. Certains vont vous faire des cercles, d'autres des traits, voilà, d'autres des triangles. Il a l'habitude de faire du thé au niveau du centre. Donc si vous lui demandez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, il va vous dire que voilà, je fais du thé, quoi. Donc il va vous dire
warga, sucre, nana. The one. Sure. Nana. And man. Le bien fondé, c'est énorme. D'abord, quand je parle, ça fait partie de l'épanouissement. Ça fait partie, en dehors de ça, permet aussi de pouvoir voir en l'enfant quelles sont ses capacités. Et essayer de détecter ce que l'enfant aime faire et ce qu'il peut faire. Et aussi pour essayer de l'accompagner dans ce sens-là. L'autre chose aussi, comme j'ai dit, le sourire, c'est ça notre credo. Quand l'enfant n'est pas juste là, il ne fait absolument rien du tout, ou il n'est pas juste là pour divertir la galerie, même ça, c'est un plus pour l'enfant. Toujours dans le cadre de l'accompagnement, Ahmed Daf peut également compter sur les animaux pour jouer un rôle thérapeutique. Que ce soit à Educotisme ou au centre d'El Lossi, l'accompagnement des personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme requiert bien plus qu'un simple savoir-faire. La patience. La patience. La patience. C'est tout ça. Et aussi, en français, bañ a seexlu. Si c'est quelqu'un comme par exemple, tu vois, Mohamed, lui, il baffe tout le temps. Si par exemple c'est quelqu'un qui est dégoûté par n'importe quoi, ou certains aussi qui se font dessus, tu ne peux pas vivre avec eux. Mais aussi l'autre chose, leur comprendre. Leur comprendre. Si tu n'es pas patient, tu ne le comprends pas, ou bien tu es quelqu'un, comment dire, qui n'aime pas voir, comment dirais-je, des caca là, ou de la piste, ou quelqu'un qui baffe, tu ne peux pas être avec eux. Déjà, travailler dans le secteur de la santé mentale, vraiment, nécessite des compétences humaines. C'est une vocation, c'est pas un choix. Parce que c'est pas un travail lucratif où on va gagner de l'argent. Pas du tout ça. C'est pas un travail facile. Parce que à partir du moment où une personne a des difficultés de santé mentale, adulte ou enfant, il ne sait pas ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Donc, vous ne pouvez pas attendre dans son comportement quotidien qu'il fasse ce que vous lui avez demandé de faire. Voilà, les enfants, souvent, ne sont pas propres, ils urinent sur eux-mêmes, ils font tout sur eux-mêmes, il faut les nettoyer, les changer. Il n'y a pas médecin, psychologue où tout le monde s'y met. En ce jour, le centre d'El Lossi reçoit une visite particulière. Une mère venue reprendre sa fille pour quelques jours. En dehors des pensionnaires dont les proches sont inconnus, les parents des autres résidents ont l'obligation de venir régulièrement récupérer leurs enfants. Nous les mamans, nous amenons nos enfants ici. Ils ne sont pas tous en situation de handicap. Certains viennent pour d'autres raisons et Ahmed les prend en charge gratuitement. Tu peux apporter ce que tu veux, mais lui, il ne te demande rien en retour. Nous ne le remercierons jamais assez, car ce qu'il fait est loin d'être facile. Gérer tout cela au quotidien est une véritable épreuve. Vraiment, il faut saluer l'effort bénévole de Ahmed Daf. Ce jeune-là qui s'est engagé difficilement dans ce travail-là, avec aucun moyen. Vous avez vu son centre. Voilà. À le centre d'El Lossi, il n'y a rien du tout. Nous, ce n'est pas payant. Ce n'est pas parce que oui, vous pouvez payer, il faut le faire, etc. C'est aux parents de voir ce qu'ils veulent faire. Ne pensez pas qu'on a laissé notre enfant là-bas pour nous soulager. Non, on le replonge dans la famille. Il vient de quitter ici pendant 17 jours. Il était là avec nous 17 jours pour essayer de voir qu'est-ce qu'il a acquis là-bas. On voit que les bonnes manières s'installent, que l'agressivité diminue. Mais ces soins et ces accompagnements, on imagine qu'ils ont un coût pour la plupart. Ah oui. Est-ce que c'est accessible aux parents? Non, bien sûr, c'est excessif. Vous imaginez toutes ces évaluations dont je parle, évaluation médicale, évaluation paramédicale. Je n'ai pas parlé de l'école, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un enfant qui a un handicap qui parle mal ou qui parle tard. Certains parents même choisissent de ne pas l'amener à l'école. Confortablement installés sur leur table-banc, les élèves écoutent attentivement leur maîtresse qui énonce un exercice de calcul mental en accompagnant ses explications de gestes précis. S'il lui est le sens privilégié pour suivre les instructions, 3 élèves de cette classe s'appuient sur la langue des signes. Fatih, Seynabou et Faloucham, tous les 3 sourds et muets. Formés à cette langue, leur enseignante bénéficie du soutien d'un auxiliaire de vie scolaire
chargé d'interpréter chacune de ces déclarations. Mais cet handicap ne constitue en rien un frein à la réussite. Fallou Thiam s'est même illustré en décrochant la première place de sa classe au premier trimestre avec une moyenne de 9,26 sur 10 en classe d'initiation. Au-delà de ses performances académiques, ce jeune garçon est également porteur d'un trouble du spectre autistique. La particularité de cette école, c'est une école inclusive. Pourquoi inclusive? Parce qu'il y a des enfants déficients auditifs, des enfants sourds-muets qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui sont insérés dans l'école où ils travaillent au même pied que les enfants dits enfants normaux. Le 26 mai 2010, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté une loi censée garantir l'égalité des chances des personnes handicapées, promouvoir leurs droits et les protéger contre toute forme de discrimination. L'article 15 de cette loi stipule que l'État doit garantir le droit à l'éducation, à l'enseignement, à la formation et à l'emploi pour les personnes handicapées. Il précise également que les enfants et adolescents handicapés ont droit à une éducation gratuite en milieu ordinaire, de préférence dans les établissements proches de leur domicile. Malgré cette avancée législative, son application effective reste largement insuffisante. Au Sénégal, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est l'inverse. Quand vous avez un enfant handicapé, vous allez payer 3 à 10 fois plus qu'un enfant normal dans une école souvent privée parce que le public ne vous accepte pas. Il y a exceptionnellement, des enfants qui sont accueillis dans le public parce que la raison serait que les enseignants ne sont pas formés à les accueillir. Ce que beaucoup de responsables, en tout cas professionnels dans le milieu, démentent. Parce que c'est ce que nous avons rencontré, ils disent non, les enseignants sont formés à accueillir tout type d'enfants, quel que soit le niveau intellectuel, quels que soient les comportements. Bon, il faut reconnaître quand même que pour certains enfants, il faut modifier le cadre de l'école. Il faut adapter. Il faut faire des aménagements au niveau matériel, au niveau pédagogique et quelquefois même humain. Notre combat, c'est vraiment la reconnaissance de cette différence et de pouvoir permettre à ces enfants différents d'étudier différemment, avec un programme différent, même s'ils sont inclus dans les écoles normales ou les écoles spécialisées, et qu'on puisse leur offrir des diplômes différents qui puissent demain leur permettre de s'insérer dans la société. C'est ce qui manque en Afrique, au Sénégal en particulier, et qu'il y a ailleurs. Fallou Thiam a bénéficié d'un projet initié par l'UNICEF Sénégal, Special Olympics Sénégal et l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye intitulé « L'inclusion scolaire par le sport ». Jeune athlète, il fait partie des plus de 800 enfants membres de Special Olympics, une organisation engagée en faveur de l'intégration des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à travers le sport. Accompagné de son père, il se rend chaque dimanche au stade Alassane Djigo pour prendre part aux séances d'entraînement hebdomadaires. Fallou est un jeune qui est très intelligent malgré ses troubles autistiques et le fait qu'il ne parle pas et qu'il n'entende pas. Et le sport a aidé en fait à développer ces aptitudes-là. Et quand il a été à l'école, il s'est vraiment retrouvé dans un environnement qui lui convenait. Il a été accueilli avec bienveillance par la direction de l'école, par les instituteurs, mais également par ses camarades. Et je pense que cet environnement positif, cet environnement de bienveillance a permis de le valoriser. Alors, vous savez, le sport a la particularité de faire changer déjà le regard. La personne change elle-même son regard sur elle-même. Et ce que je dirais aussi, c'est que nos coachs bénévoles, nos volontaires sont formés sur la déficience intellectuelle, sur l'approche qu'ils doivent avoir envers les jeunes qui ont un handicap intellectuel. Donc, ils sont en mesure d'accueillir l'enfant, de le mettre en confiance et de lui faire pratiquer des activités sportives ou d'autres types d'activités comme des activités manuelles. Âgé de 10 ans, cet enfant accuse un retard dans son parcours scolaire, conséquence du refus de certains établissements de l'accueillir en raison de ses handicaps. Toutefois, il peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille et la bienveillance de son voisinage. Oui, vraiment, commencement bi affaire bi bett na ma quoi bett na mais aussi kontaan naa ci trop xam koo xam ne mënul wax xam nga yëpp ay gestes lay def xam nga yàlla dogal mu dugg ci benn école maître yi jàppale ko xam nga ba mu jël première loolu dama ci am
nag mbégte quoi da nga sant mbégte bu baax quoi parce que vraiment bett na ma quoi aussi mais intelligent na quoi macha allah. mosuñu ko dugal si école normale quoi parce que gars yi daaw ñu ko nangoo jël quoi. oui parce que des fois dañ lay wax école mais amoo moyen yoo xam ne pour mën ko fa yóbbu quoi mais amoon na tamit sama benn jarbaat Mati Thiam bu doon volontaire di ko jàngal ay quelques affaires quoi. non fii ni mu nekk ci koñ bi adapté wu nañu ci situation bi mu nekk puisque koñ bi dañ fi yàgg dëkk ak famille yeeg yooyu donc amul boddi xale bi ci nii la mel wala nële bu fekkee ni 52 ba yaa ngi fi nekk fekk seeni waajur yeeg yooyu ñun ngeen nekk toujours famille day nekk benn. Ce qui tient un enfant, en fait, une famille au Sénégal, c'est pas la profession des parents. En fait, non, c'est vraiment l'organisation sociale autour de cette famille. C'est-à-dire il y a des familles où il n'y a personne qui travaille, mais ils s'en sortent mieux que des familles où tout le monde a un salaire. Parce qu'effectivement, il y a des réalités sociales qui font que voilà, les gens gèrent mieux dans certaines situations, ils ont des appuis très diversifiés, alors que d'autres, ils sont là, ils font le malin, mais ils croupissent dans la misère, mais ils n'osent pas le montrer. Au Sénégal, la pédopsychiatrie progresse avec la mise en place il y a 3 ans d'une formation spécialisée. 10 étudiants s'y consacrent actuellement, dont 5 en dernière année et 3 en stage en France. Parallèlement, la reconnaissance et le recrutement des professions associées telles que les orthophonistes, les psychomotriciens et les psychologues cliniciens deviennent une priorité pour améliorer la prise en charge des troubles du spectre de l'autisme. Par ailleurs, l'espoir réside dans la création d'un centre national dédié à l'autisme, porté par les acteurs du secteur et les autorités. Très bien.